le coronavirus est toujours présent. Des gens continuent d'être infectés, d'autres sont toujours au front pour nous soigner. Parce que nos proches, nos collègues et nos aînés continuent d'être à risque, nos efforts pour freiner la pandémie doivent continuer. On doit continuer de se laver les mains, de garder nos distances et de limiter nos déplacements. De plus, le port du masque est fortement recommandé dans les lieux publics. On continue de se protéger. Alors, vous voyez, la vice-première ministre Geneviève Guilbeault et la ministre de la Culture, c'était Nathalie Roy qui doit prendre la parole. On va commencer, comme Sébastien le disait tout à l'heure, il y a quelques instants, à déconfiner la culture, à donner accès aux gens, aux bibliothèques, aux musées, entre autres. Et Sébastien, c'est devenu une tradition, une habitude, en tout cas, le message Facebook de M. Legault de 13 heures. Oui, j'y vais vite parce que je vois les gens qui arrivent. Notre capacité de tester, c'est un des éléments clés pour continuer de nous déconfiner graduellement. Si vous avez des symptômes ou si vous avez été en contact avec quelqu'un qui a la COVID, on vous demande d'aller vous faire tester. Alors, c'est un élément clé du déconfinement, les tests de dépistage. Il semble que les jours fériés, quand il fait beau, il y a moins de gens qui vont se faire tester, semble-t-il. Merci, Sébastien. On laisse la parole à la vice-première ministre du Québec, Geneviève Guilbeault. Monsieur Horacio Arruda et de la directrice régionale de santé publique de Montréal, Madame Milienne Drouin. Madame la vice-première ministre, à vous la parole. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour tout le monde. Je suis très contente d'être ici avec vous aujourd'hui, de passage à Montréal, avec mes chers collègues que vous voyez qui m'entourent. Et un petit mot peut-être en introduction pour vous dire que le masque que je portais aujourd'hui a été fabriqué par les couturières de l'établissement de détention pour femmes de Laval, l'établissement Leclerc à Laval, donc a été fabriqué tout près d'ici. Les femmes du centre de Laval qui confectionnent là, des masques depuis un certain temps. Donc, c'est leur façon de contribuer à l'effort collectif de lutte contre la COVID-19. Ils sont très fiers de pouvoir contribuer à cet effort collectif. Donc, je les remercie très sincèrement de m'avoir fait parvenir quelques masques, puisque j'en ai eu quelques-uns de diverses couleurs. Et je vais en profiter pour faire un rappel justement sur le masque, sur le couvre-visage. Très important de se rappeler qu'il faut le porter en tout temps, autant que possible, quand on sort de chez soi, quand on sort de la voiture, porter le couvre-visage, s'habituer à porter le couvre-visage. Il y en a encore pour qui c'est peut-être pas devenu une habitude. Alors, développer cette habitude, en particulier dans les endroits clos, les transports en commun, les commerces. Il s'agit de protéger les autres. Donc, on doit tous développer cette habitude-là, pas seulement ici à Montréal, dans le Grand Montréal, mais partout dans toutes les régions du Québec. Il faut qu'on développe cette nouvelle habitude de porter le couvre-visage. Il en va de la protection de tout le monde. C'est pour protéger les autres, mais par ricochet, on se trouve à nous protéger tous aussi, tous et chacun, en créant cette espèce de pool de protection. Donc, on contribue tous à cet effort collectif de protection de la société. Je vais passer maintenant au bilan de la journée. Donc, on rapporte aujourd'hui 65 décès pour un total de 3 865 décès. Et bien sûr, je veux offrir toutes nos condoléances aux personnes qui sont proches de ces personnes qui sont décédées. On a maintenant 46 141 cas confirmés, une augmentation de 646. C'est important de dire aussi qu'on a plus de 13 819 personnes qui sont actuellement guéries de la COVID-19. On a 1479 personnes qui sont hospitalisées, une diminution de 25. On a 171 personnes aux soins intensifs, une diminution de 5. Donc, on continue d'observer cette tendance encourageante dont j'ai parlé avant-hier, qui se poursuit, en particulier du fait qu'on a une stabilisation. C'est relativement stable, le nombre de nouveaux cas de COVID confirmés, et ce, malgré le fait qu'on teste davantage. Vous vous souvenez que le Québec est l'endroit qui teste le plus au Canada et, toute proportion gardée, un des endroits où on teste le plus dans le monde. Et vous vous souvenez aussi qu'on a cet objectif d'en arriver à pouvoir faire 14 000 tests par jour. Mercredi, on était à 12 654 tests. Donc, on s'approche de notre objectif de 14 000. On tend vers cet objectif. Et malgré le fait qu'on teste de plus en plus, l'augmentation des nouveaux cas demeure relativement stable. D'où le fait qu'on se permet de qualifier la tendance d'encourageante. Mais on ne sera pas satisfait tant qu'on n'atteindra pas l'objectif de 14 000 tests. On continue de travailler pour atteindre cet objectif. Mais on a aussi besoin, en parallèle, de la collaboration des Québécois. Parce que c'est une chose d'avoir une stratégie de test et de pouvoir tester de plus en plus, mais il faut que les gens qui ont des symptômes, les gens
qui ont été en contact avec des gens qui ont la COVID continuent d'aller se faire tester. Donc, j'en appelle là, aux Québécois, si vous avez des symptômes ou si vous avez un doute raisonnable que vous pourriez être infecté, allez vous faire tester. C'est très, très important. Encore une fois, pas seulement ici dans le Grand Montréal, mais partout au Québec, où que vous soyez. C'est très important de se faire tester parce que c'est en testant de plus en plus qu'on va être capable de savoir où sont les personnes infectées, d'avoir un portrait juste de la situation un peu partout au Québec et de mieux cibler nos interventions et nos efforts pour limiter la propagation et pour contenir la situation et pour lutter ultimement contre la COVID-19. Donc, n'hésitez pas à aller vous faire tester, toujours via la ligne téléphonique que vous connaissez. Et on a besoin de vous pour être capable de maintenir un portrait juste de la situation. Et notre capacité de tester, qu'on souhaite augmenter à 14 000, comme je l'ai dit, c'est un des ingrédients clés dans notre stratégie de déconfinement graduel. Et l'autre ingrédient clé, vous me voyez venir, c'est le fait de rester respectueux des consignes de santé publique. On le répète tout le temps, mais c'est parce que c'est très, très important. On est actuellement dans une période de déconfinement graduel où on annonce, là, vous le voyez, au fur et à mesure, certaines choses qui sont à nouveau, certaines activités qui sont à nouveau permises, certaines activités qui sont à nouveau disponibles, mais c'est toujours ce tributaire de notre respect des règles de santé publique. C'est très important de continuer de rester à saine distance, le 2 mètres, de continuer de se laver les mains, de porter le couvre-visage, d'éviter de se rassembler à l'intérieur. On est vendredi aujourd'hui, donc à partir d'aujourd'hui, il y a la possibilité de se rassembler à l'extérieur, 10 personnes maximum, 3 ménages tout au plus, en restant à distance de ceux qui ne font pas partie de notre maisonnée et donc en restant à l'extérieur, mais évitez de vous rassembler à l'intérieur. Si on continue tous de respecter ces règles-là, on va pouvoir continuer d'avancer dans notre stratégie de déconfinement, avoir de plus en plus accès à une liberté retrouvée. Mais si, à l'inverse, on déroge aux règles trop ou trop vite, bien, on pourrait devoir reculer sur certaines avancées et ça, je pense que ce serait décevant et déprimant pour tout le monde. Donc, le meilleur moyen de continuer à aller de l'avant, c'est de respecter les consignes de santé publique et de ne pas relâcher les efforts malgré la tentation, malgré le fait qu'on s'ennuie, malgré qu'il fait beau, etc. Il faut rester très, très respectueux des consignes de santé publique. Je vais dire un petit mot aussi sur le camping. On entend beaucoup parler du camping. On n'est pas, nous, désincarnés là, de la société. On s'en fait beaucoup parler aussi par nos citoyens, par des gens qui nous écrivent. Et je veux vous dire qu'on est très, très conscient de l'impatience par rapport au camping et je dirais même de l'industrie du tourisme en général. Il y a toutes sortes de volets là-dedans, tout ce qui touche les vacances, tout ce qui touche l'hébergement, la restauration. Mais le camping, ça revient souvent. Après la réouverture là, de la saison des barbecues, il y avait les barbecues avec les amis qu'on peut inviter et tout ça qui est partiellement, modérément réglé par les nouvelles possibilités qui commencent aujourd'hui. Mais donc, le camping, il y a beaucoup d'impatience. Donc, je veux vous redire que ma collègue Caroline Proulx, ministre du Tourisme, travaille d'arrache-pied avec la santé publique, toujours, pour préparer ce plan de réouverture et de relance de l'industrie touristique, entre autres du camping. Mais on le dit toujours, il faut y aller étape par étape, il faut y aller graduellement. On ne peut pas tout rouvrir en même temps. Donc, pour l'instant, il y a certaines choses qui sont à nouveau permises, mais je n'ai pas de bonnes nouvelles ou de nouvelles précises à vous annoncer sur le camping aujourd'hui, mais je peux vous dire que ça s'en vient, qu'on travaille fort, mais ça, pour ça comme pour le reste, la meilleure façon d'y parvenir, c'est de continuer de respecter les règles de la santé publique. C'est pas le temps de se faire des campings de fortune, des campings improvisés là, à plusieurs ou d'utiliser illégalement son bateau ou bon, d'essayer de contrevenir aux règles parce qu'en suivant les règles, on devrait y arriver très bientôt, mais je voulais vous dire qu'on vous entend et qu'on travaille là-dessus. Pour mes remerciements du jour, eh bien, je veux remercier aujourd'hui tout le milieu culturel québécois. Vous voyez que je suis très bien accompagnée aujourd'hui par plusieurs personnes de choix, mais dont ma collègue ministre de la Culture, qui est ici pour vous annoncer de bonnes nouvelles. Donc, je vais lui céder la parole dans quelques instants, mais je veux profiter de l'occasion pour d'abord saluer le travail de Nathalie, qui travaille depuis des semaines
pour préparer, là aussi graduellement, la réouverture, la relance de notre industrie culturelle qui est très importante et on est heureux d'avoir ces bonnes nouvelles aujourd'hui, mais je veux aussi insister sur le fait qu'on remercie tout le milieu culturel québécois, tous nos artisans de la culture qui, notamment les artistes, qui ont été depuis le début là, des alliés formidables. Souvenez-vous, au tout début, ou en tout cas dans les débuts de la pandémie, on avait fait appel à nos influenceurs pour rallier nos jeunes. Là, on avait une campagne Propage l'info, pas le virus. Donc, il y avait plusieurs artistes qui avaient répondu présent, qui avaient fait des capsules, des vidéos, qui ont embarqué dans l'effort de prévention collectif. Donc, depuis le début, les artistes qui s'investissent beaucoup, on veut les remercier. Les chanteurs, les musiciens qui ont fait des chansons pour égayer nos journées, nos soirées, nos nuits, selon les horaires, les comédiens, les animateurs qui ont conceptualisé des émissions. Donc, tous nos artistes qui ont trouvé des moyens de nous divertir pendant ces temps difficiles, tous les travailleurs aussi des cinémas, des théâtres, des bibliothèques, des musées et de tous les volets de cette industrie culturelle qui est si importante. On sait que vous vivez des temps très difficiles. On vous entend aussi et on veut vous remercier de votre patience, de votre résilience. Aussi vous dire qu'on ne vous oublie pas. La preuve en est que ma collègue est présente aujourd'hui. Donc, on ne vous oublie pas et bien au contraire, c'est le temps plus que jamais de soutenir nos artistes, de tirer profit de notre belle culture, de consommer notre belle culture, de miser sur ce qui fait qu'on est ce qu'on est si fiers d'être Québécois. Et ça, c'est notre culture qui nous lie tous ensemble, malgré le fait qu'on est à distance physique ces temps-ci. Donc, grand merci à toute notre industrie culturelle. Profitez-en, je fais un appel aux Québécois, profitez-en pour soutenir nos artistes, consommer nos produits culturels québécois. Et sur ce, je vais terminer en vous rappelant une fois de plus de respecter les consignes de santé publique. Le beau temps s'en vient, la fin de semaine. Vous pouvez éviter vos amis, votre famille avec les contraintes que vous connaissez à l'extérieur, mais profitez de votre week-end, profitez du beau temps, profitez de votre barbecue, mais toujours à saine distance. Merci beaucoup. Good afternoon. I'd like to start by saying a few words about our testing. J'aimerais dire quelques mots sur notre capacité de dépistage. Le Québec est la province qui fait le plus de tests au Canada et un des endroits qui fait le plus de tests dans le monde, proportionnellement. Cependant, nous voulons atteindre notre objectif de 14 000 tests par jour, quotidiennement. Pour ceci, il faut votre collaboration. Si vous avez des symptômes ou avez été en contact avec une personne malade, faites-vous dépister. J'aimerais également remercier toutes les personnes qui travaillent dans le secteur culturel du Québec. Ma collègue ministre a de bonnes nouvelles pour vous aujourd'hui. Afin de passer à travers la crise, on a besoin de vous. La culture fait partie de qui nous sommes. Elle nous permet d'être fiers d'être Québécois. Elle nous rapproche même si nous sommes à distance. Et en nous tenant ensemble, nous allons gagner cette bataille. J'aimerais demander à tous les Québécois d'encourager nos artistes locaux. Merci. Merci. Madame la vice-première ministre Geneviève, merci pour ces bons mots. Madame Chantal Rouleau, ministre de la Métropole, je suis tellement contente d'être avec vous aujourd'hui. Docteur et docteur, je suis contente parce que Geneviève, vous l'avez entendu, notre vice-première ministre l'a dit, nous avons des bonnes nouvelles aujourd'hui à vous annoncer pour le milieu de la culture, enfin. Mais d'abord, vous allez me permettre de mentionner que le magnifique masque que je portais à mon arrivée ici, je vous le montre, il est absolument magnifique. Il a été conçu par un créateur québécois, M. Nathan Kang. Vous le savez, nous avons de très grands créateurs au Québec et je vous invite à les encourager. Ce qu'ils font nous rend vraiment fiers. Donc, comme vous le savez, le milieu de la culture a été le premier durement touché par la crise de la COVID. Donc, vous serez heureux d'apprendre que ces activités reprendront graduellement dans certains secteurs. Alors, je vous annonce que la santé publique a donné le feu vert pour la réouverture des institutions muséales, des comptoirs de prêt des bibliothèques et des cinéparcs à la grandeur du Québec, et ce, à compter du vendredi 29 mai prochain. Nos 4 grands musées d'État, 96 institutions muséales,
16 musées à vocation scientifique et l'ensemble des bibliothèques publiques à la grandeur du Québec, de même que tous les cinéparcs, pourront reprendre leurs activités à leur rythme à compter, je le répète, du 29 mai. Dans les bibliothèques, les services de prêt de livres et de documents seront les seuls services de nouveau disponibles. L'accès aux rayons demeurera interdit, sauf pour le personnel autorisé, et ce jusqu'à nouvel ordre. Les visiteurs ne pourront circuler que dans la zone des comptoirs de service. La CNESST a élaboré des guides avec les musées et les bibliothèques, avec la participation naturellement des patrons et des syndicats de ces institutions, pour assurer une réouverture sécuritaire pour tous les citoyens et naturellement tout le personnel en place. La réouverture des cinéparcs, quant à elle, s'accompagne aussi de certaines conditions. Naturellement, toutes les conditions en matière de distanciation physique, elles sont les mêmes pour toutes ces institutions. Entre autres, pour les cinéparcs, les aires de jeu seront fermées. Et pour la restauration, seules les commandes pour emporter seront permises. Maintenant, autre domaine culturel pour lesquels j'ai des bonnes nouvelles aujourd'hui. Je vous annonce également que la santé publique a émis des avis favorables quant à la reprise des activités pour les studios d'enregistrement et pour la captation de spectacles en salle, sans public, et ce, à compter du 1er juin prochain. Toutefois, la santé publique a émis des avis comportant des conditions bien précises pour reprendre ces activités. Ceux qui s'engageront dans de telles activités devront, entre autres, s'assurer qu'il y a une distance d'au moins 2 mètres entre les personnes sur scène ou et en studio et que l'équipe technique soit réduite à un maximum de 5 personnes. Je sais que d'autres secteurs du milieu culturel sont impatients de redémarrer leurs activités, je vous entends. Nous attendons le feu vert, naturellement, des autorités et les guides, entre autres, pour les arts de la scène, les salles de spectacle et les cinémas, de même que pour les tournages en télévision et au cinéma, les fameuses dramatiques, entre autres. Alors, je remercie le milieu culturel pour sa collaboration à l'élaboration des guides qui sont maintenant disponibles et le public aussi pour sa compréhension. En terminant, permettez-moi de saluer et de remercier à nouveau les artistes pour toutes les initiatives qu'ils ont déployées pendant le confinement pour rendre la culture accessible aux citoyens. On vous a vu, on vous a entendu, on vous a écouté. D'ailleurs, j'annoncerai éventuellement, je n'ai pas de date, j'ai hâte d'avoir une date, de nouveaux appels à projets pour que les artistes puissent créer et entrer en relation avec leur public, mais avec les nouvelles réalités imposées par la COVID-19. La reprise des activités culturelles doit se faire en ayant comme objectif principal la santé de tous. Bien, ça tombe bien, hein, parce que l'art, on l'a vu, ça nous fait du bien. Merci. On va débuter la période de questions. Donc, il y a 2 micros prévus à cet effet. Je vous demanderai de vous limiter à une question par journaliste pour laisser la chance à tous vos collègues. On va commencer par Yves Poirier, TVA Nouvelles. Bonjour à tous et toutes. Madame Guilbeault, vous avez beaucoup parlé de dépistage. Le fédéral propose de mettre à la disposition des provinces des fonctionnaires formés pour retrouver par téléphone des personnes à risque d'avoir contracté la COVID-19. Mais semble-t-il que votre gouvernement n'a pas encore levé la main pour obtenir de tels services. Qu'est-ce que vous répondez à Justin Trudeau? Bien, c'est certain qu'on refusera aucune aide, là. Donc, j'ai vu comme vous cette information-là ce matin. Donc, nous, on est ouvert à recevoir toute aide qui puisse être utile pour la santé de nos citoyens. Donc, on va collaborer avec, on va contacter et collaborer avec le gouvernement fédéral pour voir de quelle façon est-ce que cette aide-là peut s'inscrire dans les stratégies qu'on a déjà, les stratégies de dépistage. Mais c'est certain qu'on accueille favorablement toute offre d'aide du gouvernement fédéral. Alors, c'est un oui. Oui. Merci. Prochaine question. Stéphanie Marin, La Presse canadienne. Oui,
Oui, bonjour à tous. Pour continuer sur la question de mon collègue, pourquoi la demande n'a pas été faite encore? Vous n'avez pas atteint les cibles de dépistage. Le fédéral offre de l'aide pour le dépistage, pour retracer aussi les contacts des proches infectés. Le fédéral a déjà du personnel qui est à pied d'œuvre en Ontario. Pourquoi n'avez-vous pas accepté encore? Est-ce qu'il y a un problème de langue? Est-ce parce qu'on ne vous a pas offert d'employés fédéraux qui parlent français pour rejoindre les Québécois? Non, bien moi, l'information dont il est question, là, les 1700, je l'ai vu ce matin. Honnêtement, je ne sais pas si c'est une offre qui était venue auparavant et Dr Arruda pourra compléter. Mais là, si on nous offre ça ce matin, nous, ce qu'on dit, c'est qu'on est ouvert. On va voir comment on peut inscrire ça dans les stratégies qu'on a déjà, parce qu'on était déjà, nous, au travail, bien sûr, pour faire du dépistage. Mais on est tout à fait ouvert et peut-être Dr Drouin pourrait compléter. Est-ce que je peux ajouter quelque chose pour vous rassurer? Par contre, sur la stratégie de traçage et d'enquête, la région de Montréal ayant le plus grand nombre de cas, je vous confirme qu'on est à jour et qu'on arrive à faire notre traçage dans les 24. Et quand on n'est pas capable de le faire dans les 24 heures, c'est à cause que la personne ne répond pas au téléphone ou qu'on n'a pas le bon numéro de téléphone et là, il faut qu'on fasse des recherches subséquentes. Mais actuellement, on a quand même une bonne capacité. On l'a rehaussé même en sachant qu'on allait augmenter le volume de dépistage, mais on voit que le nombre de cas est quand même assez stable. Donc, on a quand même à Montréal toujours maintenu une capacité pour être capable de faire minimalement 500 cas par jour. Donc, vous n'avez pas de besoin actuellement? Mais c'est-à-dire, si vous permettez... Vas-y. Dans les faits, on arrive actuellement à faire le travail. Là, quand on parle des 14 000 tests de dépistage, ce n'est pas au niveau des enquêtes et des cas dont on parle. Mais c'est clair qu'il faut prévoir aussi l'été. Il faut prévoir la fatigue des gens, parce que là, actuellement, des gens travaillent. Il faut prévoir la prochaine vague, potentiellement. Donc, c'est clair qu'on va intégrer toute ressource fédérale qui pourrait être utile à l'intérieur de nos calendriers, parce que dans les faits, actuellement aussi, il faut que les gens puissent se reposer un peu plus que ce qui se repose jusqu'à maintenant. Donc, je pense que c'est très bien reçu du Québec, mais juste pour vous dire qu'actuellement, on n'avait pas de problème encore d'enquête. On se donne des plans. Toutes les équipes de santé publique doivent presque doubler leur capacité actuelle pour les vacances, pour permettre d'aller plus loin. Et puis, on ne sait pas qu'est-ce que sera l'automne avec une potentielle deuxième vague. Donc, il faut se donner cette capacité-là en termes de planification. Donc, c'est très bien reçu. Puis, on va discuter avec eux, là, quelle serait la meilleure façon d'intégrer ces gens-là, dans le fond, avec nos équipes qui font les enquêtes. Ce qui est différent de faire des dépistages, c'est-à-dire des infirmières ou du personnel qui vont aller prendre le prélèvement. Il faut que les patients viennent, il faut que les gens aillent les prendre, il faut que les gens viennent se faire tester. S'ils sont symptomatiques, je tiens à le renforcer. Si vous avez des symptômes et vous avez été en contact avec un cas ou quelqu'un qui a des symptômes, n'hésitez pas à aller vous faire dépister. Ça fait partie de notre stratégie. C'est ça. On va y aller avec Kathleen Lévesque, la presse. Bonjour, Dr Arruda. Dites-moi, quelle est la proportion parmi tous les cas qui sont survenus à travers le Québec pour lesquels on est capable d'identifier la source de contamination? Écoutez, je vais vous dire que c'était assez simple au début quand c'était les voyageurs, parce que les gens avaient fait un voyage, donc ça devenait plus simple. Ensuite, quand c'est allé, c'était des gens dans des gens dans les CHSLD qui étaient pas sortis. C'était sûr que l'exposition avait été faite à l'intérieur. Là, la question est de savoir, il y a certains travailleurs qui ont pu être contaminés lors de voyages, dans les premières phases antérieures, ont pu se contaminer entre eux, entre travailleurs de la santé. Des fois, ça peut arriver lors des périodes de lunch. Puis, n'oubliez pas qu'à cette époque-là, on ne savait pas que les gens étaient contagieux quand ils étaient asymptomatiques. Donc, il y a pu y avoir de la transmission, je vous dirais, entre travailleurs, mais aussi avec les patients. Et le reste, ça vient de situations communautaires. Puis peut-être que là, le Dr Drouin pourra ajouter. Lors des enquêtes, on est capable de retracer des fois des liens, soit avec un travailleur de la santé, etc. Puis plus ça devient communautaire, plus ça devient difficile d'identifier la source précise, particulièrement quand ça circule. Je crois que l'Institut national de santé publique a mené des travaux, mais c'est des travaux très précis, entre autres pour regarder dans la vague de transmission communautaire la proportion qui est attribuable aux travailleurs de la santé. Il l'avait fait pour différentes régions, dont celle du Grand Montréal. Je n'ai pas les chiffres avec moi, mais ça va me faire plaisir de retrouver le tout ou de voir avec l'Institut, mais les chiffres ont été faits. Le calcul a été fait. Une petite question, si vous me permettez, pour la ministre Roy. Oui, je suis là.
Il est question, bien sûr, votre confrère, M. Roberge, de l'Éducation, souhaite bien sûr une rentrée scolaire normale, autant que faire se peut, bien sûr, en septembre prochain. Il est question peut-être des demi-journées ou des journées alternées. Serait-il possible que l'industrie de la culture puisse être mise à contribution, en fait, pour permettre peut-être, lorsque les enfants, par exemple, sont à l'école le matin, mais pas l'après-midi, est-ce que l'après-midi ne pourrait-il pas, par exemple, aller dans les musées? Est-ce que le ministère de la Culture pourrait faire quelque chose, donc, pour aider en même temps et les parents avec les enfants à l'école, mais aussi toute l'industrie culturelle qui a bien besoin, j'imagine, d'avoir un peu de souffle? Je travaille en étroite collaboration avec mon collègue, le ministre de l'Éducation, M. Jean-François Roberge. Et rappelez-vous, je crois que c'était au printemps dernier, en mai dernier, nous avions annoncé le retour, par exemple, des sorties culturelles gratuites, 2 sorties culturelles gratuites pour les enfants à la grandeur du Québec. Et ça a marché, c'est extraordinaire. Malheureusement, tout a été arrêté en mars. Et le fait que nous puissions reprendre des activités culturelles et aider d'une certaine façon, tout sera étudié si c'est possible, mais il y a toujours cet impératif de santé publique. Actuellement, les salles ne sont pas rouvertes, les rassemblements intérieurs ne sont pas permis, les grands rassemblements intérieurs. Donc, nous attendons parce qu'actuellement, le milieu culturel travaille avec la santé publique, avec la CNESST, pour mettre à jour des guides qui leur permettront de travailler et de faire des prestations, de retrouver les arts de la scène, mais avec les nouvelles façons de faire, les contraintes qui nous seront imposées par la nouvelle réalité qu'impose ce fameux virus. Donc, tout est sur la table. Si c'est possible d'aider, oui, on travaille de toute façon ensemble, main dans la main avec Culture et Éducation. Si on peut aider, on sera là. La salle dans laquelle vous êtes actuellement, elle est à nous tous. La Place des Arts appartient aux citoyens du Québec, fait partie d'une des salles qui est sous le ministère de la Culture et des Communications. Alors, si on peut aider, mais tout est question de savoir à quel moment pourrons-nous retourner dans les grandes salles et à combien. Je n'ai pas cette réponse et je l'ignore pour le moment. Mais si c'est possible, pourquoi pas? On va prendre Mathieu Bellumeur, Radio-Canada. Sur l'annonce du jour, peut-être, Mme Roy, il y a les musées de l'État, il y a les musées privés, il n'y aura possiblement pas de touristes de l'extérieur cette année. Les déplacements à l'intérieur de la province vont peut-être être plus difficiles aussi. Est-ce qu'il y a une aide? Est-ce que comment vous pouvez aider ces musées-là qui ont déjà été frappés de plein fouet? Il n'y aura peut-être pas l'affluence non plus avec les règles sanitaires en place là, pour, évidemment, leur permettre d'opérer et de couvrir leurs frais. Merci beaucoup, M. Bellumeur, pour la question. Pour vous donner une idée de grandeur, là, les bibliothèques soutenues par le ministère de la Culture et des Communications, il y en a à peu près, là, je vais vous donner le chiffron, là, 180 à la grandeur du Québec. Pour ce qui est des musées, 120 à la grandeur du Québec. Alors, toutes ces institutions pourront rouvrir, et je le répète, je dis un gros pourront, naturellement, à leur rythme, parce qu'elles devront adapter les lieux à la nouvelle réalité. Elles ne pourront pas ouvrir ces institutions culturelles avec le même nombre de visiteurs à l'intérieur et toutes les règles que nous connaissons devront s'appliquer. À cet égard-là, sachez que ces institutions dont je vous ai parlé sont des institutions qui sont actuellement soutenues par le ministère de la Culture et des Communications et que dès le mois d'avril, le ministère a envoyé 50% des sommes qui sont dues à ces institutions lors d'une année régulière. Donc, elles ont déjà 50% des sommes qui leur ont été envoyées pour leur fonctionnement. Donc, il y a des sous pour le moment pour elles et tout est sur la table. On étudie absolument tout à l'égard des frais et des sommes que nous devrons réaménager et mettre sur la table pour la relance. Petite question sur les camps de jour. On en a parlé hier. Madame Guilbeault, je profite de votre présence ici. Il n'y aura peut-être pas de la place pour tout le monde. Est-ce qu'il va y avoir une priorisation de fait par le gouvernement? Est-ce que, par exemple, on va prioriser les enfants des travailleurs essentiels, la santé, les policiers? Est-ce qu'il y a un plan dans ce genre-là qui est en train d'être élaboré? Bien, vous savez que ça rouvre le 22 juin, donc effectivement, il n'y aura pas de place pour tout le monde, fort probablement à cause des règles. Donc, on va voir avec les municipalités aussi combien de places elles seront en mesure d'offrir parce que ce sont des camps de jour administrés par les municipalités. On sait qu'il y a un défi de main-d'œuvre important, raison numéro 1, je pense, pour laquelle les municipalités avaient hâte qu'on fasse une annonce sur les camps de jour parce qu'elles doivent recruter de la main-d'œuvre. D'ailleurs, je vais profiter de votre question pour faire un rappel aux jeunes qui pourraient être intéressés cet été à devenir moniteurs
très, très intéressant, l'air frais, le beau temps et tout ça. Donc, ça peut être un emploi très intéressant. Alors, ça va dépendre, je présume, de la disponibilité dans les installations, mais aussi de la disponibilité de la main-d'œuvre. Donc, de ça découlera un certain nombre de places dans chacune des municipalités. Et là, il faudra voir, là, en collaboration avec les municipalités, toujours conformément aux consignes de la santé publique, qui pourra avoir une place et de quelle façon on essaie d'organiser ça là, en fonction des travailleurs qui auront besoin de cette place, versus aussi les services de garde. Là. Donc, évidemment, souvent, ce n'est pas la même clientèle. Normalement, en service de garde, c'est trop un bas âge pour aller dans les camps de jour. Mais donc, tout ça va s'articuler là, dans un portrait global pour être sûr que le maximum de parents puissent disposer d'une place où son enfant pourra être le jour. Prochaine question, Annie Guillemette, Cogeco. Bonjour. Vous avez répété encore aujourd'hui, puis c'est vraiment votre message important, s'il vous plaît, respectez les consignes, respectez les consignes. Je voulais vérifier avec vous quel genre de réponse vous allez offrir à ceux qui démontrent peut-être un peu trop d'impatience. Il y a un camping dans les Laurentides qui a dit qu'il allait ouvrir en fin de semaine. Il va faire beau. Il va demander aux gens de dormir dans leur voiture avec certaines consignes, certaines mesures, donc dites sécuritaires par les gens là-bas. Je voulais voir comment on répond à ce genre d'événements-là ou de gens qui tirent peut-être un petit peu trop sur la couverte. Ouais, des gens qui pêchent par excès d'enthousiasme, peut-être. Là. Il y en a plusieurs et en tout genre et à divers endroits. Bien, à ce cas-là précis que vous me soulevez, que je n'ai pas vu, là, donc je ne sais pas si c'est vrai, mais s'il y a effectivement un propriétaire de camping dans les Laurentides qui compte ouvrir en fin de semaine, bien, je lui demande spécifiquement de ne pas ouvrir en fin de semaine. Autant que possible, parce que ce n'est pas possible en ce moment de le faire. Je l'ai dit dans mon allocution d'introduction, je demande aux gens d'être patients. Et sur les campings en particulier, on le sait, là, nous tous ici, là, on se fait interpeller. Je suis certaine que Dr Arruda reçoit des tonnes de courriels sur les campings. J'en reçois, ma collègue, et je ne vous parle même pas de ma collègue du tourisme. Donc, on le sait qu'il y a beaucoup, beaucoup d'impatience. Mais le message que je vais en profiter pour passer, c'est qu'on vous entend et qu'on va trouver une solution pour que les gens puissent profiter de la nature cet été, profiter de leurs activités courantes, du camping, que ce soit les roulottes, les tentes et tout ça avec les enfants. Ça fait du bien de se retrouver dans la nature au Québec. On a un superbe Québec, des grands espaces, plusieurs terrains de camping, mais chaque chose en son temps. Tu sais, on peut pas... Et là, on arrive à un stade où il y a peut-être des gens, justement, qui se disent telle chose a été ouverte, puis telle autre l'est pas, mais pourtant, les risques sont comparables. Pourquoi telle affaire est ouverte, puis pas la mienne? Puis tout ça. Là, on arrive là-dedans, là, des comparables qui, objectivement parlant, justement, sont comparables. Et pourquoi le mien n'est pas ouvert? C'est simplement une question de gradation. On ne peut pas tout faire en même temps, parce que si on ouvre trop de choses en même temps, l'excès d'enthousiasme va devenir problématique. Et là, on va se ramasser rapidement avec une société qui va finir par fonctionner comme si rien n'était. Tu sais, on est encore dans l'installation, pour reprendre les termes du Dr Arruda, de nouvelles normes sociales, où on doit s'habituer à être moins proche, où on doit s'habituer à porter un couvre-visage. C'est pas encore évident pour tout le monde. Il y a encore plein de gens, je suis certaine, qui n'ont même pas de couvre-visage, qui peut-être l'attendent parce que les livraisons sont plus longues ces temps-ci, on leur concède. Mais, tu sais, il faut installer ça comme il faut, puis y aller vraiment graduellement, parce qu'imaginez-vous juste, là, pendant 15 secondes, là, qu'on ouvrait tout en même temps et qu'on pouvait tout faire comme avant et que là, on en fait trop vite et que là, on doit remettre le Québec sur pause parce que là, il y a trop de contagion, qu'on doit revenir en arrière. Imaginez-vous comment ce serait autrement plus déprimant que d'attendre encore quelques jours, quelques semaines pour les prochaines réouvertures. Fait que c'est le message que je passerai aux gens qui sont impatients, que ce soit pour le camping ou autre chose. Ça s'en vient, mais la meilleure façon dont vous pouvez contribuer à ce que ça aille plus vite, c'est en respectant les consignes, la distance, les rassemblements à l'extérieur seulement, votre famille ou 2 autres maximum. Et pour ceux qui n'ont pas encore commandé le couvre-visage, commandez-le au plus vite parce qu'il y a les délais de livraison à prévoir. C'est ce que je répondrais. Je sais pas si... Peut-être, je voulais juste vérifier sur cette habitude-là qui est visiblement pas encore acquise de tous. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a un commentaire à passer sur la distribution de masques qui a eu lieu ce matin à Cadillac, où visiblement le 2 mètres était inexistant, le port du couvre-visage était rare. C'est le premier ministre qui était là.
qu'est-ce qu'on a à... Bien, ce matin... Le docteur Arruda, oui, allez-y. Oui, bien, ce matin, il y avait effectivement distribution de masques. Des gens arrivaient pas de masque parce qu'ils venaient chercher un masque. Alors, c'est à ça que servait cette distribution. Il y a plus de 750 masques qui ont été distribués. C'était un événement qui était fort important parce que le message apporté, c'est justement, il faut avoir un masque lorsqu'on est en public, lorsqu'on prend le transport collectif, lorsqu'on va dans des commerces. Et là, ici, à Montréal et dans la région métropolitaine, les commerces avec pignon-sur-rue vont ouvrir à partir de lundi. Il est donc très important de porter un masque. Il y a différents modèles de masques. Il n'y a pas de beau ou de moins beau masque. Il est important de porter ce masque. C'est une question de respect envers les autres. Il faut garder la distanciation de 2 mètres. Et puis, encore une fois, se laver les mains régulièrement. Alors, ce matin, c'était le message. Et il est vrai qu'il y avait certains attroupements, particulièrement de journalistes qui étaient agglutinés. J'étais là, je l'ai bien constaté. Alors, le message, il va aussi pour les journalistes qui suivent les événements. Il faut respecter les règles. Puis, si vous me permettez, ça démontre que c'est très facile de revenir à nos anciens réflexes. Cette norme sociale-là, puis tu sais, je vais vous le dire, là, on avait demandé, on avait pris le temps, au tout début, on n'a pas parlé du masque trop, parce qu'on considérait qu'il fallait que les gens apprennent à se distancier. Il fallait que les gens apprennent à se laver les mains. Puis là, les gens, il faut qu'ils apprennent à porter un masque, mais ils ne peuvent pas porter un masque en ne faisant pas de distanciation, en ne faisant pas de lavage de mains. Ça vient pas, ça s'ajoute, ça ne vient pas enlever et protéger les autres. Puis je tiens à vous dire aussi, on a permis, là, puis là, c'est sûr, là, je peux vous le dire, là, puis je l'ai répété hier, je vous supplie de suivre les consignes. Puis c'est pas pour punir un versus l'autre, c'est une question de volumétrie. Parce que si on perd le volume, s'il y a trop d'interactions humaines à risque, on va véritablement... Le virus, il est là, il est autour, il rôde, on le voit pas. Il y a des personnes qui ne savent même pas, mais sont infectées, qui n'auront peut-être presque pas beaucoup de symptômes. Mais si on laisse ça aller, là, même si, dans votre cas, moi, c'est un de plus, mais un de plus, plus un de plus, puis un de plus, puis un de plus, puis un milieu de plus, ça fait une somme de distanciation. Notre modèle démontre que si on change rien que de 10 % le nombre de gens qui ne respectent pas la distanciation, là, on peut tout changer, la dynamique. Moi, je n'ai pas le goût de revenir en arrière cet été. J'aimerais mieux qu'on attende un peu pour être capable de réouvrir d'autres choses que de revenir en arrière puis de vous réenfermer tous comme c'était au mois de mars pour ne pas perdre de contrôle, puis rester enfermé jusqu'à la deuxième vague. C'est pour ça qu'on vous donne ce genre de consignes-là. Puis je tiens à vous dire, comme les rassemblements de famille, là, il y en a plusieurs maintenant qui ont décidé qu'ils vont aller faire des tours à Drummondville ou ailleurs, etc. C'est pas comme ça qu'il faudrait commencer. Commencez par avoir des gens socialement qui sont autour de vous. Là, on vous le dit, les déplacements c'est sûr que si vous avez une mère qui est là-bas, qui est toute seule, qui a besoin d'aide, c'est une chose différente que d'aller voir le beau-frère ou la belle-sœur que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu et qu'on aurait le goût de voir. Je m'excuse de vous dire ça comme ça, mais c'est très important. Puis c'est la somme de tous vos sacrifices de distanciation, parce que ça en devient. On l'a vu ce matin, il a fallu que je me lève dans les airs pour dire aux gens de faire attention. C'est très facile, particulièrement quand tu as plusieurs personnes, l'être humain, il n'est pas fait pour se repousser, en tout cas la majorité, il est fait pour se retrouver. Donc, c'est des réflexes. Puis on les a gardés dans notre maison parce qu'on avait peur. Là, on a l'impression qu'on n'a plus peur, puis qu'on a l'impression que le virus n'est pas là, mais il est là. Il est là. Il est là. Donc, on va le répéter. On va le répéter. Puis je vous en prie, là, en fin de semaine, faites-vous des choses, mais faites attention. C'est pas le temps d'ouvrir des campings quand c'est pas légal. C'est pas le temps. Je sais qu'on a tous hâte. J'ai hâte. Mais c'est important. Si vous êtes la solution au problème actuellement. Il y a le système de soins qui doit être prêt, mais vous êtes le générateur potentiellement par vos interactions de cas, nous-mêmes comme tels. N'oubliez pas, lavage de mains, distanciation, puis s'il y a des gens autour de vous qui se rapprochent, dites-leur tout simplement. Ils prendront pas mal. Dites-leur, c'est le Dr Arruda qui a dit qu'il fallait rester à 2 mètres. Comme ça, ils vont... Moi, je l'ai fait. Il y avait 2 policiers. Aujourd'hui, je trouvais trop proche. Hey! Dites-le. Dites-le, c'est le Dr Arruda. Prenez-le pas sur vous. Mais c'est très important. C'est une prescription aussi importante
qu'un traitement d'antibiotiques pour quand on a une maladie bactérienne. Il faut le faire, puis il faut le prendre tout le temps. Puis quand on va pouvoir lâcher, quand les indices vont baisser, puis qu'on ne verra pas ça remonter, de grâce, les cas chez Dr Drouin dans Montréal descendent, on ne veut pas les revoir revenir à 750, 800 puis 1000 par jour. De grâce. De grâce. Merci. Je sais que j'insiste, mais il faut. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Merci. On va passer en anglais. Rob Lurie de CTV. Good afternoon, Madame Guilbeault. I want to come back on the decision. Bonjour, Madame Guilbeault. J'aimerais qu'on parle de la décision de ne pas rouvrir les colonies de vacances. Il y aura une réouverture, cependant, des camps de jour. Il semblerait que cela semble contre-intuitif de ne pas rouvrir les colonies de vacances puisqu'ils se situent sur de très grands terrains. Cela fera en sorte que les enfants resteront dans les villes surpeuplées. En ce qui concerne les camps de jour, ils vont ouvrir le 22 juin. Les enfants pourront aller au camp de jour. Évidemment, il y aura moins de place qu'à l'habitude car il faut respecter plusieurs règles de la santé publique et les règles de distanciation physique. En ce qui concerne les colonies de vacances, les camps de vacances, il y a un problème de promiscuité. Pourquoi? Parce que les enfants doivent dormir ensemble, doivent se rassembler pour manger dans les réfectoires, etc. Donc, ça peut être un problème. Mais comme vous l'avez dit, il y a des possibilités pour que ces camps de vacances rouvrent pour les enfants qui ont des besoins particuliers. Ces enfants ont besoin d'un endroit où aller, mais ce ne sera pas possible pour tous les enfants qui vont normalement aux colonies de vacances. Le docteur Arruda a peut-être une opinion? Oui, vous savez, ces camps d'été, que ce soit l'armée même, les cadets, tous les endroits où les gens vivent ensemble dans les dortoirs, eh bien, il y a un niveau très élevé de transmission de maladies infectieuses. C'est même dans ce genre d'endroit qu'on dénote des cas de méningite. C'est une situation à haut risque. Certains pourraient dire « Ah, c'est pas grave, ils sont jeunes, ils vont rester là 14 jours, ils ne vont même pas contaminer leurs parents parce qu'ils vont rester là longtemps. » Oui, on pourrait dire ça. C'est un choix difficile, cependant. Il n'y a pas de vérité absolue. Les gens avaient peur qu'on rouvre les écoles à Montréal. Et je pense que les écoles auraient posé un risque moins grand que ce type de camp d'été. Donc la décision a été prise suite à des discussions qui ont été faites en profondeur. Ainsi, la décision a été prise de reporter l'ouverture des colonies de vacances. Cependant, on essaye de trouver des façons de stimuler les enfants différemment. Il y a des camps de jour et je sais que Montréal veut les rouvrir. Oui, à Montréal, nous travaillons avec la Ville de Montréal et avec les commissions scolaires. Nous travaillons également avec les collectivités. Et ce que nous voulons, c'est d'offrir plusieurs activités aux enfants, que ce soit des camps de jour, des activités en bibliothèque ou d'autres activités communautaires. Nous allons offrir une gamme diversifiée d'activités pour les familles. Maintenant, j'aimerais qu'on parle des taux de rétablissement. Est-ce que les gens sont testés de nouveau? Au Québec, on dirait que le taux de rétablissement est plus bas qu'en Ontario. Est-ce que c'est une question de dépistage? Ça dépend de la situation. Dans certaines situations, c'est qu'on attend de retester les gens contaminés. Il y a beaucoup de cas chez les travailleurs de la santé et il y a une problématique. On essaie de réévaluer la situation.
Lorsqu'on a un très bon test, ce test est sensible et il reste positif. Même si les gens sont presque rétablis, eh bien, le test reste positif. Et là, maintenant, ce qu'on pense, c'est que il est possible qu'une personne qui soit encore positive ne puisse peut-être pas le transmettre. Donc, on essaie de tout réévaluer en ce moment. Cela expliquerait peut-être le taux assez bas de rétablissement au Québec. Question. Dr Arruda, j'aimerais revenir sur ce que vous avez dit par rapport au beau temps et au port du masque. Avez-vous peur que les gens ne portent pas le masque alors que la météo est clémente? Est-ce que vous avez peur que les gens ne respectent plus les 2 mètres? Oui, c'est ma crainte. Ce n'est pas naturel pour les humains de se tenir loin des autres. Et lorsqu'il fait beau, on est dehors. Et en fait, on a de vieux réflexes en nous. Rester à 2 mètres de notre frère, par exemple, qui ne vit pas avec nous, c'est compliqué. On fait le barbecue, on est à côté, c'est naturel. On veut que les gens aillent dehors. Mais si les contacts se multiplient, s'ils se rapprochent trop, ça augmente les risques de transmission. Une personne, par exemple, qui est malade, qui n'a pas de symptômes, pourrait contaminer des gens. Et plus il y a des interactions, plus c'est problématique. S'il y a plus de personnes en circulation, eh bien la circulation du virus sera plus importante. Et donc, tous les efforts que nous avons faits pour atteindre ce que nous avons atteint aujourd'hui seront pour rien. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va fermer. Oui, mais comment est-ce que vous équilibrez? Comment vous équilibrez les droits individuels avec ces mesures de santé publique? Eh bien, on essaye de faire un suivi des données. Si on ouvre les écoles en région, si on ouvre des magasins, eh bien, on l'a fait, il n'y a pas eu trop de transmission. Il y aura de la transmission, notez-le bien. Il y aura peut-être même des jeunes qui iront à l'hôpital, puisqu'il y a une circulation qui s'accroît. Plusieurs personnes sont décédées dans les CHSLD, et j'en suis désolée, mais ailleurs, il y aura des cas. Par contre, si on revient à nos anciennes habitudes, c'est comme si ceux qui sont morts pour rien. Donc, il faut vraiment équilibrer les choses. Ce n'est pas facile de dire aux gens « restez chez vous », de dire qu'on ferme les campings. Mais vous faites partie de la solution. On fait du traçage de contacts. Mais vous, les gens, vous avez le pouvoir de changer les choses. Pas moi. Nous tous. Nous sommes une équipe. Prochaine question. Madame Guilbeault, Madame Roy, pourquoi pensez-vous qu'il était essentiel de rouvrir les activités culturelles dont vous avez parlé? Et surtout, pourquoi est-ce qu'on rouvre les musées, puisque les gens vont y être à l'intérieur? Tout d'abord, ce sont les personnes du secteur de la culture qui ont été touchées par cette crise en premier. Je pense que le secteur de la culture nous permet de faire en sorte qu'on se sent mieux. La culture nous aide. Il était important pour nous d'offrir de l'espoir. Il était important d'offrir des activités
où nous pouvons respecter les consignes de la santé publique. C'est important pour les gens. Aujourd'hui, nous annonçons que les bibliothèques, les cinéparcs et les musées pourront rouvrir le 29 mai. Cependant, la rouverture sera faite avec des mesures. Par exemple, dans un musée, il est facile de respecter les mesures. On peut contrôler le nombre de personnes qui rentrent dans le musée. On peut imposer une distanciation physique. C'est plus facile de la respecter dans un musée. Voilà pourquoi c'est une institution qu'on décide de rouvrir, le musée. C'est la même chose pour les bibliothèques. Excusez-moi, j'ai une information parce que je veux répondre à la question de la presse canadienne. Sur les 1700 personnes qui sont proposées, mon équipe me dit qu'on est déjà en train de contacter 500 de ces 1700 personnes. Donc, l'action est en cours. Je voulais vous en informer, Madame la vice-première ministre. Donc, on l'a su ce matin par les éléments médiatiques, mais déjà, l'équipe est en contact avec eux. We'll take the last one. Yes, Dr. Arruda, just Une dernière question. Docteur Arruda, j'ai une question sur les piscines publiques. Quels sont les risques de transmission? Et en ce qui concerne cette fin de semaine, si plusieurs familles se rencontrent, qu'en est-il des piscines? Eh bien, ils doivent rester à distance physique. Vous savez, ils peuvent éternuer n'importe où. Et ils peuvent éternuer parce que le chlore les fait éternuer une fois qu'ils vont dans l'eau. Donc, il faut faire attention et il faut que les familles restent moins de temps à la piscine afin de permettre aux autres familles d'aller à la piscine. Et il faut au moins qu'il y ait une distance de 2 mètres entre les personnes. C'est toujours le même principe, vous savez. Si vous pouvez éternuer, et même quand je parle, j'envoie des postillons. J'espère qu'il n'y a aucun journaliste juste en dessous, là. Parce que quand je parle, et je le vois grâce à la lumière, il y a des postillons. Quand on parle, quand on éternue, quand on tousse, on envoie des microparticules. N'ayez pas peur, parce que ces particules descendent vers le bas à 2 mètres et moins. Donc ici, tout va bien, on a 2 mètres de distance et on va porter des masques. Prochaine question. J'ai une question pour la ministre Roy. En ce moment, des milliers de personnes ont acheté des billets de concert. Ces concerts ont été reportés. Plusieurs attendent un remboursement. Qu'est-ce que vous dites aux promoteurs et distributeurs de billets qui ne remboursent pas les clients? Les salles de spectacle. En ce moment, en ce qui concerne les salles de spectacle, on analyse la situation. Pendant les premières journées de la pandémie, nous avons demandé aux gens, pour qu'ils aident les artistes, de ne pas demander un remboursement. Cependant, il est tout à fait normal de demander un remboursement. En ce moment, je n'ai pas la réponse exacte pour vous. La réponse exacte viendra avec le temps, car il faut que nous puissions comprendre ce qu'il se passera dans ces salles de spectacle. Nous attendons de savoir quand elles pourront rouvrir. Si les gens veulent être remboursés, ils ont le droit de se faire rembourser. Question pour le Dr Arruda. Il s'agit des écoles en région, à l'extérieur de Montréal. Vous avez dit hier qu'il n'y a aucune situation qui a été dénotée chez les enfants. Cependant, il y a des cas. Oui, je viens de recevoir l'information. En Gaspésie, par exemple, une petite école de 35, c'est-à-dire qu'il y a dans cette école une personne ou un enfant plutôt qui a été infecté, probablement à la maison. Donc l'enfant n'a pas été infecté à l'école, mais à la maison. Et puis, cet enfant a eu des contacts avec d'autres personnes et ces personnes ont été testées. Ensuite,
Il y a des cas, 2 cas dans des écoles en Mauricie, centre du Québec. C'étaient des membres du personnel. Je ne veux pas donner trop de détails, mais c'est des membres du personnel qui ont attrapé la maladie. Ce que nous pensons, c'est qu'ils ont attrapé la maladie avant l'ouverture des écoles. En fait, toutes ces personnes qui ont été infectées vont bien. Soit elles ont été testées ou isolées. We'll take the next question. Christopher Curtis from the Gazette. Prochaine question. Good afternoon. No, morning. Oh, it's afternoon. My brain. Bonjour. A question for Dr. Arruda. Question pour le docteur Arruda. More cases if things reopen. On pourrait voir poindre plus de cas si les commerces rouvrent. Ma question est la suivante. Quel est le seuil qui indiquerait qu'il y a trop de propagation, que le danger est trop élevé? Je vais répondre et ma collègue va rebondir sur ce que je dis. Il ne s'agit pas d'un nombre, il s'agit d'une tendance. Si les cas augmentent et si on fait plus de tests, il y aura plus de cas. Par contre, non, c'est plutôt une question d'éclosion. Si on voit des éclosions, si on voit qu'il y a des secteurs touchés en particulier, si on voit que de plus en plus de personnes sont hospitalisées, si le niveau d'hospitalisation augmente, c'est-à-dire si on voit qu'il y a de plus en plus de personnes qui ont besoin de soins intensifs, ceci nous indique que la tendance est à la hausse. Parfois, c'est normal que la courbe augmente un peu, mais si la courbe augmente trop, cela pourrait devenir exponentiel. Donc, il faudra prendre une décision avant qu'il y ait une explosion de la maladie. Donc, il ne s'agit pas d'un chiffre précis. Aussi, ça pourrait être différent d'une région à une autre. Ma collègue peut peut-être dire quelque chose. Vous savez, plus on teste, plus on va découvrir de cas. Donc, ce n'est pas une mesure indicative. Évidemment, il faut tester. Cependant, ce que nous suivons de près, c'est le nombre de nouvelles admissions dans les hôpitaux et dans les soins intensifs. Ces hospitalisations reflètent la réalité et ce qui est arrivé il y a 7 à 10 jours. Donc, si on voit une augmentation, ça veut dire qu'il se passe quelque chose. Ensuite, nous essayons de surveiller les éclosions qui sont difficiles à contrôler. Donc, si on voit des éclosions dans les écoles, dans les entreprises, c'est indicateur. Ensuite, si on contacte des gens qui ont la COVID et qu'on voit que ces gens ont eu beaucoup de contacts et qu'on voit qu'il y a donc une tendance exponentielle, là, il faudra adopter une approche plus drastique, plus stricte. Et la raison pour laquelle on impose 10 personnes, c'est pour restreindre la propagation. Imaginez que vous allez dans une fête et qu'il y a 70 personnes. Il y aura une grande proportion de ces personnes qui seront infectées. Ils vont infecter les autres et si une personne infecte une autre personne, c'est un R1. L'idée, c'est qu'on veut que les personnes infectent moins qu'une personne, statistiquement, le R0. Et voilà pourquoi ces mesures existent au niveau des 10 personnes. Ensuite, on demande aux gens qui ne proviennent pas du même foyer de maintenir une distance de 2 mètres avec les autres. Dernière question. Question pour Mme Guilbeault. Un prisonnier de Bordeaux a été interviewé. Ils sont en confinement depuis 1 mois. Ils disent que les conditions sont déplorables. Est-ce que vous savez quand les mesures
vont être levées légèrement dans les prisons. Eh bien, les mesures qui sont mises en œuvre dans les établissements carcéraux sont précisées grâce à l'aide de la santé publique. Il était très important de mettre en œuvre des mesures préventives afin d'atténuer la propagation. Pourquoi? Parce que ces endroits sont des endroits clos. Nous savions qu'il y allait avoir des cas. Cependant, bonne nouvelle, grâce à ces mesures, un très bas pourcentage de la population carcérale est infectée. La majorité des cas est à Montréal, à Bordeaux. Le nombre de cas diminue. Il y avait 77 personnes qui étaient infectées il y a